Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-quotidienne directe, votre fenêtre sur les grands événements qui touchent la scène égyptienne. En fait, aujourd'hui, il y avait d'intensives activités présidentielles. En tête desquelles, c'est bien sûr cet entretien téléphonique qui a eu lieu entre le président égyptien Fattah al-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron sur la Libye. Mais justement, avant de commencer, je dois vous rappeler qu'au cours de cette édition, nous allons même jeter plus de lumière sur les grandes et sérieuses mesures prises par l'État égyptien afin de contrer la propagation de la pandémie du coronavirus. Donc, c'est ce qu'a ce sera en fait dans la deuxième partie de cette édition. Mais tout de suite, je dois vous proposer cette nouvelle concernant les activités présidentielles. Comme je viens de vous annoncer il y a quelques instants, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de la part du président français Emmanuel Macron. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que l'appel a porté sur les préparatifs en cours pour accueillir la conférence internationale sur la Libye à Paris qui aura lieu ce mois-ci. Le président français a exprimé sa volonté d'examiner avec le chef de l'État la question libyenne, à la lumière de l'appréciation des efforts personnels du président Sisi qui ont renforcé la voie politique pour résoudre ces questions, ce qui prouve le rôle de l'Égypte en tant que pilier fondamental de la sécurité et de la stabilité dans la région, soulignant également le souci de la France de poursuivre une coopération, une coordination intensive avec l'Égypte sur ce dossier. Pour sa part, le président Sisi a passé en revue la position ferme de l'Égypte sur la question libyenne et les efforts actuels de l'Égypte pour faire avancer toutes les voies de règlement militaire, politique et économique dans divers forums internationaux et régionaux. Donc, pour avoir plus de commentaires, plus d'analyses, nous avons actuellement en ligne de NATV International M. Ali Kamel. C'est un analyste politique, mais également c'est le chef de l'association de l'amitié France-Égypte. Monsieur Ali Kamel, vous êtes toujours le bienvenu. Vous nous parlez à partir de France, n'est-ce pas? Oui, je suis à Paris actuellement et je serai demain, Inch'Allah, au Caire. Ouais. En tout cas, comment vous avez suivi cet appel téléphonique de la part de ces deux tenues, si je peux dire, entre ces deux hauts responsables, M. Sisi et son homologue français Emmanuel Macron, sur le dossier libyen? Eh bien, c'est des très bonnes nouvelles, en fait, parce que les relations franco-égyptiennes, depuis toujours, elles étaient très très bonnes, et l'Égypte a toujours joué un rôle de modérateur au Moyen-Orient, et en règle générale, je remarque que nous avons les mêmes longueurs d'onde quand on réfléchit, quand on pense, N'oublions pas que nos lois en Égypte sont lois françaises depuis Bonaparte. On est vraiment très très proches, les Français et les Égyptiens. Et vous remarquez vous-même que moi, je suis souvent entre Paris et le Caire et les traits d'union entre les deux pays, et que j'observe depuis une quarantaine d'années l'évolution de ces relations, non seulement dans l'histoire de l'Égypte pharaonique, parce que là, mais il y a aussi l'Égypte moderne, la nouvelle République que Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi va inaugurer très prochainement dans la cité administrative ou de la capitale administrative. Et je pense que tout le monde maintenant, il voit que l'Égypte a réussi un pas très en avant, que ce soit sur le plan politique ou économique ou social, et il y a des projets énormes. J'ai vu que Monsieur le Président de la République, Sisi, il était en Angleterre. Mais j'aimerais bien parler du rôle important joué par l'Égypte selon la France dans la région en tant qu'un pilier de stabilité, pilier de paix au sein de cette région du Proche-Orient et même en Afrique tout entière. Parce que il y avait bien sûr ce point très important concernant les préparatifs pour cette conférence internationale sur la Libye à Paris qui aura lieu ce mois-ci. Eh bien, je suis content que vous me posiez cette question, parce qu'en fait, c'est très important de souligner l'importance de le rôle que joue l'Égypte, effectivement,
depuis toujours. Parce que vous vous souvenez que le président El-Sadat, à l'époque, il a voulu faire la paix avec Israël. On n'a jamais, on était toujours modérateur au Moyen-Orient. Et comme depuis 72, on ne voulait pas faire la guerre. On n'a jamais voulu faire la guerre des Kippour en 73. Mais on était obligé de le faire pour notre paix, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc, si vous voulez, l'Égypte a toujours, depuis toujours, a joué un rôle de modérateur au Moyen-Orient. Elle n'a jamais voulu faire la guerre. D'ailleurs, quand vous regardez les problèmes actuels avec l'Éthiopie et le barrage, etc., l'Égypte toujours a gardé, retenu une position pacifique avec l'Éthiopie, en attendant une solution diplomatique. J'aimerais bien poser, si je puis dire, jeter plus de lumière sur la position ferme de l'Égypte à l'égard de la question libyenne, notamment en ce qui concerne l'unité des institutions nationales libyennes, l'unité de l'armée libyenne, mais aussi avant tout le départ des forces étrangères, le départ des mercenaires des territoires libyens. À ce propos, j'aimerais bien même passer à un autre dialogue stratégique qui a été lancé entre l'Égypte et Washington, avec les États-Unis plutôt à Washington, et ça avec la participation de chefs de la diplomatie Sameh Chokri et son homologue américain Anthony Blinken. Il y a presque une heure, il y avait une conférence entre les deux côtés. Et selon le ministère des Affaires étrangères, le dialogue qui durera 2 jours est centré sur les aspects de coopération entre les Caire et Washington sur des consultations bilatérales concernant des divers dossiers régionaux internationaux d'intérêt commun, notamment le dossier libyen. Donc, encore une fois, comment vous trouvez la position égyptienne et son rôle de coordinateur avec les grandes puissances mondiales régionales pour stabiliser la Libye et les Libyens, bien sûr? Eh bien, c'est une question très très importante, effectivement, puisque vous, comme vous le savez, moi j'exerce à la frontière libyenne, à Marsa Matruh. Et je sais que l'importance de cette question pour les gens qui habitent l'Égypte du côté de Marsa Matruh et la frontière avec l'Égypte, Tobruk, Benghazi, etc. est évident que je voulais d'abord commencer par dire que je n'ai pas vu M. Biden personnellement, mais j'avais rencontré auparavant M. Bush et M. Clinton quand j'étais aux États-Unis, à la Maison-Blanche, mais je crois que l'Égypte a un rôle très très important à jouer pour justement rapprocher les points de vue. Parce que, en fait, les États-Unis étant un petit peu loin de l'Afrique ou de l'Europe, quelquefois qu'il y a des déviations dans leur façon de voir les choses. Mais le rôle de l'Égypte les ramène vers la culture et l'ambiance qu'on vit ici, nous, au Moyen-Orient. Et je crois que on voit ça quand on était, par exemple, quand j'ai donné des cours d'arabe à l'université américaine au Caire, place Tahrir à l'époque, on voyait quand même qu'il y avait quelques décalages entre la pensée anglo-saxonne ou américaine et le point de vue francophone. Donc l'Égypte joue un rôle des traits d'union, pas seulement entre l'Égypte et les États-Unis, mais entre la France et les États-Unis, parce qu'il rapproche les différents points de vue, si vous voulez, ou les compréhensions, ou les choses qui ne sont pas très très bien comprises par les politiques. Et je crois qu'il y a maintenant une avancée très 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 forte pour que M. Biden écoute bien les recommandations et les avis de M. Abdel Fattah el-Sisi, notre président. Et surtout que Macron, je crois qu'il écoute bien et il accueille très chaleureusement le président Sisi. Et je vous dis, la semaine dernière, monsieur Sisi, il était au Royal College of Surgeons and Medicine in Glasgow le 2 novembre, et on voit bien que Mme Jackie l'a bien accueilli et il a demandé une coopération, un protocole de collaboration entre les médecins, les chirurgiens britanniques et Monsieur Ali
Monsieur Ali Kamel, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne ces deux questions. Cet entretien téléphonique entre les deux présidents égyptiens et français sur la Libye, et même en ce qui concerne le lancement du dialogue stratégique entre l'Égypte et les États-Unis, en tête desquels, bien sûr, il y avait les questions concernant le Proche-Orient en général, mais aussi la Libye en particulier. Merci beaucoup. Et donc, si je peux dire, chers téléspectateurs, à l'intérieur de l'Égypte, on trouve toujours des activités présidentielles très intenses qui ont été déployées par le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi. Et cette fois-ci, M. Abdel Fattah al-Sisi a reçu les procureurs généraux arabes et africains participant à la conférence internationale organisée par le parquet général égyptien sur le rôle des organes du parquet général dans la lutte contre les crimes transfrontaliers. Lors de la rencontre, le président Sisi a affirmé le soutien accordé par l'État au parquet général ainsi que les divers organes judiciaires, considérant que l'autorité de la loi est le principe de la souveraineté. Autre chose très importante, c'est bien sûr, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a fait quelques déclarations très précieuses et très importantes concernant cette réunion. Et selon lui, par exemple, la suprématie de la loi est la base de tout régime, la base de toute autorité. Selon lui également, la justice est la plus haute valeur humaine. Entre-temps, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a dit que la vision de l'Égypte, est basée sur la coopération entre les pays et basée également sur le respect des autres cultures, des autres traditions des pays du monde. D'autre part, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi enjoint d'appliquer les normes modernes pour le développement des diverses villes au niveau de la République avec la préparation de l'infrastructure de ces villes vertes et respectueuses de l'environnement, y compris l'utilisation de l'énergie nouvelle et propre, en particulier dans le transport en commun, et même ainsi que la préparation de ces villes à accueillir les plus grands événements internationaux en Égypte. Et Monsieur le Président s'est exprimé lors de sa réunion avec le Premier ministre Mustafa Madbouli concernant s'il s'est exprimé lors de sa réunion avec le Premier ministre, Dr Mustafa Madbouli, pour examiner un certain nombre de projets nationaux au niveau de la République. S'agissant du développement d'installations de nouvelles villes, le Premier ministre a présenté les développements constructifs de projets d'aménagement et de tourisme dans le cadre de nouvelles villes dans la mine de Sharm el-Sheikh. Le président Sisi a été informé de l'évolution du développement de la zone d'Al-Fostat au Vieux-Caire dans le cadre du développement global de la zone historique du Caire qui vise à transformer la capitale en vue d'une destination touristique et augmenter le pourcentage d'espaces verts. Le chef d'État enjoint de terminer toutes les phases du développement de la zone d'Al-Fostat au cours de l'an 2022. D'autre part, le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli a affirmé que l'État soutenait le secteur privé pour qu'il dirige la locomotive du développement en Égypte. Lors de son entretien avec le chef, ou plutôt le doyen du directeur exécutif de la Banque mondiale, Dr Mirza Hassan, et la délégation qui l'accompagne, Dr Madbouli, a salué la coopération fructueuse entre l'Égypte et la Banque mondiale, qui était et toujours un partenaire stratégique au projet de développement en Égypte. Le Premier ministre a exprimé l'aspiration de tirer le profit maximal du succès réalisé par les deux parties, dont le plus important est le programme de développement local en Haute-Égypte. Madbouli a passé en revue les domaines de coopération priorité pour l'Égypte tels que la transformation verte. Dr Mirza Hassan a pour sa part salué les réformes économiques structurelles de l'Égypte. Donc tout de suite, nous devons passer à la deuxième partie de cette édition. Et comme je vous annonçais il y a presque quelques minutes, il y avait des mesures très importantes, des mesures de prévention qui ont été adoptées sur le terrain afin de contrer la
propagation de la pandémie du coronavirus. Justement, je dois vous laisser avec un reportage signé Saliha Mediara Choucha en ce qui concerne les efforts déployés par le ministère de la Santé de l'Égypte dans la lutte contre le coronavirus. Après ça, on va être en réunion avec l'une des invités spécialisées dans le domaine médical. Face à la pandémie de coronavirus, le secteur de médecine préventive du ministère égyptien de la Santé et de la Population a mis en œuvre toutes les activités et mesures préventives suivies pour lutter contre la pandémie afin de limiter la propagation. Il y avait deux objectifs stratégiques au début de la pandémie: réduire le nombre de blessures et de décès causés par la pandémie et assurer la continuité et l'efficacité de toutes les activités de prévention liées à la santé communautaire. Le ministère de la Santé et de la Population a travaillé sur un suivi continu de la situation épidémiologique en Égypte et dans le monde, un examen périodique des mesures de précaution et des recommandations préventives à travers une analyse continue des données dans diverses régions et gouvernorats de la République et les procédures de contrôle de la propagation de la maladie et de prévention de l'infection grâce à un certain nombre de mécanismes, à savoir les quarantaines, le contrôle des maladies infectieuses, le développement des laboratoires centraux ou la vaccination contre le coronavirus. La quarantaine a travaillé sur la présence d'un résultat PCR en prenant toutes les mesures de précaution dans les cas suspects, en les isolant et en les orientant vers les hôpitaux concernés, en plus d'examiner tous les passagers en provenance de tous les pays du monde et en transit sur quelques vols sans aucune exception, ainsi que d'augmenter les capacités de base des installations d'isolement, de quarantaine avec les équipements nécessaires pour recevoir les cas suspects. La quarantaine a joué un rôle de premier plan au point d'entrée aérien, maritime et terrestre grâce à l'application du règlement sanitaire international pour prévenir la propagation des maladies et des épidémies dans le pays, ainsi que le suivi de la situation épidémiologique dans le monde à travers les bulletins publiés par l'Organisation mondiale de la santé comme périodiquement, en estimant les précautions à cet égard et en appliquant les mesures sanitaires prescrites à ceux provenant de pays touchés par des maladies telles que la poliomyélite et d'autres maladies, conformément à la situation épidémiologique mondiale et régionale et à la lumière des communiqués publiés par l'Organisation mondiale de la santé et les comités d'urgence pour les réglementations sanitaires. Le ministère de la Santé et de la Population s'est employé à assurer le suivi de la situation en Égypte et la révision périodique des mesures de précaution et des recommandations préventives grâce à une analyse continue des données et effectuer des visites de supervision dans différentes régions et gouvernorats à travers la République pour faire face aux maladies infectieuses, notamment le coronavirus. Donc, nous sommes rejoints actuellement par Dr Nadia Nazir, neuropsychiatre. Vous êtes la bienvenue sur NATV International. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Merci beaucoup. Premièrement, aujourd'hui, si je peux dire plutôt, pendant les dernières 24 heures, il y avait une rencontre très importante, comme je vous annonçais il y a quelques minutes, entre le Premier ministre, Dr Moussa Medbouli, et l'un des représentants les plus éminents de la Banque mondiale. En fait, parmi les déclarations faites par le doyen des directeurs exécutifs de la Banque mondiale, c'était une félicitation à l'Égypte pour les mesures entreprises en vue de contrer la pandémie du coronavirus. Donc, comment vous avez reçu de telles réactions de la part de ces grandes institutions financières mondiales qui prennent toujours en considération les dimensions socio-économiques, mais aussi les dimensions sanitaires quand on essaye de pomper plus d'investissements dans n'importe quel pays. Grâce à Dieu, aussi un chapeau pour Monsieur le Président Sisi, parce que le gouvernement a fait beaucoup concernant ces champs. Oui. En voyant le développement de l'Égypte,
et comment l'infrastructure aussi et tous les procès sanitaires et comment nous avons combattu la pandémie Covid-19. Et alors, le Banque mondiale maintenant peut mettre plus d'argent pour nos projets. Oui, oui. Donc, il y avait quelques questions très importantes en ce qui concerne ce qui se passe actuellement au niveau mondial concernant la pandémie du coronavirus et ses variants, bien sûr. Par exemple, le Journal of Clinical Investigation a dit que les vaccins contre la COVID-19 ne protègent pas seulement contre le SARS-CoV-2. Donc, à quel point vous trouvez que les vaccins actuellement sont, ou plutôt ces vaccins qui ont été proposés par l'Organisation mondiale de la santé ne sont pas consacrés seulement à la lutte contre le Covid-19? Ils disent que aussi le poliomyélitis et des autres maladies virales, ce vaccin peut protéger la personne contre ces autres maladies virales. Oui. C'est pour cela, à mon avis, les Égyptiens, le pourcentage de malades égyptiens par cette pandémie pas comme les autres pays, et moins. Peut-être parce que nous avons pris d'abord un vaccin contre l'hépatite, par exemple, à notre virus, une autre maladie virale. Oui, c'est pour cela peut-être nous avons d'immunité mieux que les autres personnes des autres pays. Donc, d'après vous, ce sont les mesures préventives, les mesures sanitaires qui ont été adoptées par l'Égypte, même avant la propagation de Covid-19, ont baissé le taux d'infection. Parce que ces jours-ci, par exemple, il y avait des paroles en ce qui concerne comment, même dans la première vague du coronavirus qui a frappé le monde, la Grande-Bretagne avait presque 50 000 infections par jour, alors qu'en Égypte, il y avait 300 cas seulement. Vous avez des explications? Grâce à Dieu, aussi, nous avons soleil, de bon soleil, nous avons l'alimentation, notre alimentation, peut-être aussi les vaccins pris avant pour les enfants. Et c'est pour cela on a passé, Inch'Allah, nous allons passer le 4e vague et comme nous avons passé le premier vague. Ouais. Dans les journaux, dans les médias, par exemple, c'est toujours le même débat. Dans les pays africains, notamment l'Égypte, la situation du coronavirus demeure toujours, même dans les pires scénarios, sous contrôle. Est-ce que, c'est-à-dire, dans la région du Proche-Orient, ou plutôt dans la région africaine et en Égypte particulièrement, toujours la pandémie est sous contrôle et dominée, même dans les pires scénarios. Est-ce que vous êtes d'accord avec de telles paroles, de tels débats? Oui, oui. Oui, pourquoi? Peut-être l'environnement, notre environnement, soleil, alimentation, vaccin d'abord donné aux enfants, surtout le vaccin de hépatite C. Peut-être c'est grâce à Dieu, nous avons tout ça. C'est pour cela nous allons aussi passer le 4e vague avec beaucoup de succès. Oui, nous espérons ça, bien sûr. Donc, justement, nous devons proposer avec nos chers téléspectateurs un reportage qui va vous donner un peu plus d'explications en ce qui concerne le ministère de l'Éducation qui a adopté des mesures préventives contre le coronavirus, notamment au commencement de la rentrée scolaire.
Avec la reprise des études dans les écoles, le président Abdel Fattah el-Sisi a dirigé l'application sérieuse des mesures préventives, tout en donnant aux parents des élèves la liberté de choisir la méthode la plus appropriée pour que leurs enfants puissent terminer l'année scolaire à la lumière de la pandémie de Covid-19. Que ce soit par la présence effective, après l'ouverture des écoles, ou à distance, en fournissant des plateformes et des ressources de l'éducation numérique. Le président a dirigé l'accélération des phases de la modernisation globale du système éducatif, en accordant l'attention à la dimension éducative et à la réadaptation physique ainsi que sanitaire des élèves, en plus du développement du système des enseignants en Égypte. Il a également dirigé le développement du système d'examen pour les enfants à l'étranger d'une manière efficace, conformément aux méthodes modernes de la conduite des examens. Le ministre de l'Éducation, Dr Tariq Shawqi, a présenté les modalités de la rentrée de l'année scolaire en cours, indiquant que l'Égypte était l'un des meilleurs pays au monde au niveau du secteur éducatif, par le témoignage des institutions éducatives internationales face à la pandémie. De même, les plans du ministère concernant la modernisation complète du système d'éducation de base en Égypte avec ses différentes composantes ont été examinés avant le début de l'année, en particulier la transformation numérique du système d'examen du cycle secondaire et la correction électronique, ainsi que la publication de nombreuses plateformes éducatives interactives sur les chaînes télévisées, telles que les chaînes Madrasetna 1 et 2, ainsi que la stratégie du ministère visant à soutenir les capacités des enseignants et à les qualifier sur le nouveau système éducatif qui dépend des moyens technologiques modernes, de la plateforme de formation et d'éducation, en plus de la Banque égyptienne de connaissances, et d'élargir son rôle et ses utilisations en tant que plateforme nationale pour la science, la connaissance et la recherche scientifique dans le cadre de la structure technologique du nouveau système éducatif. Donc, comment vous avez évalué de telles mesures prises par le ministère de l'Éducation en coopération avec le ministère de la Santé en ce qui concerne le bon processus ou le bon déroulement même de l'année scolaire? Interdiction de l'accès des étudiants à leur classe ou les fonctionnaires ou les employés à leur bureau sans avoir le vaccin, c'est une décision brave et très bien. Parce que sinon, nous allons passer le quatrième vague. Et maintenant, presque... sinon, nous n'allons pas passer la quatrième vague. Sinon, oui. Oui. Et maintenant, 90% des étudiants universitaires réguliers sont vaccinés en attendant que le reste 10% seront vaccinés très proches. Oui. Concernant les étudiants d'université. Même nous espérons que le pourcentage de vaccination seront mieux jour par jour. Oui. En fait, il y avait autre information très importante en ce qui concerne une réunion qui a regroupé le Premier ministre égyptien, Dr Moussad Madbouli, et le ministre de l'enseignement supérieur et recherche scientifique et qui a actuellement même la portefeuille de la santé. Monsieur Madbouli a réitéré au cours de cette réunion l'importance de respecter les décisions du comité de gestion des crises du coronavirus, notamment l'interdiction de l'accès des fonctionnaires non vaccinés à leur bureau à partir du 15 novembre, soulignant l'importance de l'accélération de la vaccination. Donc ici, il y a un point très fort. Respecter les décisions prises par cette cellule ou ce comité de gestion des crises de la pandémie du coronavirus. Comment vous trouvez encore une fois l'importance de telles décisions? Sinon, personne ne sera vacciné. Alors, je pense que c'est une décision brave et très importante et nécessaire pour échapper cette quatrième vague, Inch'Allah. Ouais. Docteur Madbouli a également jeté la lumière sur
l'un des points essentiels, c'est le stock des vaccins. Que ce soit, selon lui, que ce soit ceux déjà disponibles ou ceux qui seront reçus prochainement, donnant des directives d'assurer toutes les formes d'appui à la localisation de l'industrie nationale des vaccins en général et ceux anti-Covid en particulier. Donc, ici, les stocks de vaccins sont assurés par les plus hauts niveaux responsables égyptiens. C'est un point fort pour la santé et l'économie égyptienne. Bien sûr, bien Comment? sûr. Aussi, je vois que localisation d'industrialisation de vaccins en Égypte sera très important. Pour ne pas... Donc ce n'est pas seulement le stock, mais aussi l'industrialisation. Aussi, oui. Pour ne pas importer le vaccin dehors, mais peut-être nous allons exporter aussi le vaccin aux pays arabes et africains. Et ça sera très important pour la stratégie de combattre ou lutter contre la pandémie. Également, il y avait des directives présidentielles en ce qui concerne l'augmentation des équipes médicales pour faire face à cette situation. C'est une situation dans laquelle se trouve actuellement le pays dans ce temps de la 4e vague du coronavirus. Donc, l'importance de telles directives. Et bien sûr, développer et augmenter les équipes médicales, ça va nous aider à réussir à lutter contre la pandémie. Quand les hôpitaux sont prêts, quand tout le monde est prêt pour et bien, il sait bien ce qu'il va faire en face de cette maladie ou pandémie. Et ça va aider à réussir et lutter contre cette pandémie. Oui. J'aimerais bien retourner au dernier point, ou l'avant-dernier point plutôt, c'est l'industrialisation ou la localisation de l'industrie des vaccins en Égypte. À cet égard, on trouve qu'il y a des coopérations de plus en plus fructueuses entre l'Égypte et la Chine dans ce domaine. Par exemple, docteur Madbouli a précisé avoir examiné avec les responsables concernés le plan de production du vaccin anti-Covid, la coopération avec les compagnies chinoises Sinovac dans le transfert de la technologie d'industrialisation du vaccin et la poursuite de projets de construction des bâtiments de la société. Donc, cette coopération entre l'Égypte et la Chine, qui vise non seulement d'importer les vaccins, mais aussi d'échanger les expertises dans ce domaine très sérieux. Oui, oui. Et aussi, il y a beaucoup de coopération économique et technique entre l'Égypte et la Chine. Et parce qu'ils sont presque au même étage de développement, ils peuvent faire beaucoup s'il y a cette coopération. Oui. En ce qui concerne le financement pour lutter contre la pandémie du coronavirus, j'ai entendu parler de quelques statistiques qui y ont révélé que la dépense égyptienne sur les plans socio-économiques et même peut-être sanitaires sont parmi les plus hautes dépenses au niveau arabe et africain. À cet égard, comment vous trouvez l'importance ou même la priorité accordée par l'État égyptien au financement de ce secteur médical? Pour aucun pays, pour développement, il y a deux domaines très importants, l'éducation et la santé. Premièrement, la santé, et deuxièmement, l'éducation. Bien sûr, garder la santé du peuple égyptien
est le plus important domaine, même avant l'éducation, bien sûr. Alors, c'est une bonne stratégie prise par le gouvernement. Oui. J'aimerais bien vous proposer encore une fois un autre reportage qui va jeter plus de lumière sur, si je puis dire, les tentatives de l'Égypte afin d'arriver à une sorte de coopération fructueuse entre ces institutions scientifiques et les grandes institutions internationales dans le domaine de la recherche scientifique et dans le domaine de l'amélioration de l'enseignement. Donc, un reportage de Salih Hamed et Yara Jouch. Après ça, on va faire d'autres analyses. Le président Abdel Fattah el-Sisi est entretenu avec Dr Jackie Taylor, président du Collège royal britannique des médecins et chirurgiens. Dr Taylor a exprimé la fierté du collège d'avoir récemment signé un protocole de coopération avec le ministère égyptien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique afin de renforcer les efforts du collège royal en soutenant l'éducation, la formation et l'évaluation professionnelle dans le secteur médical en Égypte, aidant ainsi à suivre les normes les plus modernes en matière de soins de santé. La présidente du Collège royal britannique des médecins et chirurgie a souligné l'intention du collège d'établir un partenariat de coopération élargi avec les autorités égyptiennes spécialisées pour transférer les expériences académiques et pratiques des collèges dans le secteur médical et des soins de santé en Égypte à la lumière de ce qu'ils voient des efforts remarquables du président As-Sisi pour faire avancer le processus de développement et de construction dans tous les domaines, ce qui offre une atmosphère prometteuse pour l'établissement de ce partenariat et augmente les chances de son succès. Le chef de l'État a de son côté affirmé l'intérêt de l'Égypte à développer le secteur de l'éducation dans ses différentes étapes et la recherche scientifique, ainsi qu'à moderniser le secteur médical. Le président a aussi salué à cet égard le protocole de coopération avec le Collège royal comme l'un des plus importants projets de coopération entre les deux pays, ce qui ouvre des perspectives d'approfondissement de cette coopération en diffusant l'expérience auprès des universités et organismes de recherche britanniques dans divers domaines, ce qui permettra l'établissement d'un siège du Collège royal des médecins et chirurgiens au Caire, outre l'entraînement et la formation des médecins. Donc, des efforts présidentiels pour améliorer de plus en plus les recherches scientifiques au sein de l'Égypte. La preuve en est, par exemple, depuis quelques jours, c'était un entretien avec Dr Jackie Taylor, présidente du Collège royal britannique des médecins et des chirurgiens. L'importance de tels efforts. Très, très important. Pourquoi? Parce que ça va améliorer, évaluer notre niveau médical. Oui. Développer, oui. Oui. Et aussi, si un médecin va aller à l'Angleterre, par exemple, ou n'importe quel pays, ce certificat sera considéré parce que ça sera comme les normes des autres pays. C'est très, très important. Donc c'est un investissement dans le capital humain dont possède l'Égypte, ou que possède l'Égypte. Oui, surtout nous, nos études en faculté de médecine sont toujours en anglais. Nous suivons presque le système anglais depuis longtemps. Alors c'est très très important et sera très bien que ça n'ait pas été pris par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi et comme ça nos recherches scientifiques et nos normes de niveau de médecine sera presque comme international. Oui, comment donc vous allez trouver, ou vous trouvez même la valeur ajoutée quand l'Égypte a essayé de diversifier ses expertises dans le domaine médical?
il y a quelques minutes où nous avons parlé de cette coopération fructueuse entre l'Égypte et la Chine et en même temps cette coopération de plus en plus intensive avec la Grande-Bretagne par exemple, les Européens en général. Ça va améliorer et augmenter le niveau médical en Égypte. Comment? Comment, pourquoi? Et comment être en contact avec les autres pays et les autres systèmes et les autres technologies et moyens de traiter le malade, ça sera bien pour nous. J'ai d'autres questions. En même temps, sur le terrain, on trouve que nous avons un amalgame ou une diversité dans le domaine des vaccins, des vaccins adoptés même par l'OMS, l'Organisation de la Santé mondiale. Cette diversité des vaccins donne comme quoi pour l'Égypte? C'est-à-dire, est-ce que c'est un point fort dont dispose l'Égypte dans ce temps de pandémie de coronavirus? Je n'ai pas compris cette question. La diversité des vaccins. Nous avons des vaccins qui sont... Ah, Pfizer et aussi des autres. Sinovac, Pfizer et ainsi de suite. Et donc, cette diversité des vaccins dont dispose l'Égypte représente quoi pour vous? Elle représente un point fort pour l'Égypte ou non? Oui. Pourquoi? Parce que le virus se change toujours. Et il y a mutation des virus. Quand nous avons beaucoup de méthodes de combattre ou lutter contre le virus, c'est bien pour les citoyens égyptiens. Pour avoir plus d'explications, c'est bien pourquoi? Et ça va augmenter l'immunité d'individus. Quelques personnes ont pris le vaccin Pfizer. Quelques personnes ont pris le vaccin Sinovac, par exemple. Si le virus se change ou fait de mutation, quelques personnes seront plus fortes pour le combattre. Alors, à mon avis, c'est très bien pour nous. Oui. Est-ce que ça nous donne même cette grande option d'introduire les vaccins à toute personne selon ses conditions personnelles, selon ses conditions médicales? Et bien sûr, on fait comme ça. Par exemple, les âgés et avec des maladies chroniques, diabète, hypertension et rhumatoïdes et comme ça, bien sûr, ils prennent une vaccination différente que l'autre, que les autres. Oui. Je dois vous même proposer une autre question en ce qui concerne qu'il y avait de nouvelles recherches, même de nouvelles révélations concernant l'efficacité des vaccins. Par exemple, il y avait quelques débats en ce qui concerne Pfizer. C'était seulement un vaccin qui a été proposé pour avoir des gains et qu'il y avait des effets négatifs. Est-ce que ce sont des vraies informations ou seulement ça peut être classé dans cette guerre entre les grandes puissances, que ce soit américaines, britanniques, russes, dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine médical? Le virus Sinovac, par exemple, c'est un virus affaibli. Oui. Comme les autres vaccins, nous avons pris avant. Mais Pfizer ou les autres Moderna ou Johnson ou comme ça, ce sont des vaccins nouveaux. Oui. Il y a un autre mécanisme de fonctionner. Messenger RNA, où il y a quelques travail à le nucléus humain. Ouais. Alors, il va jouer dedans le nucléus. Même les protéines nucléotides, c'est plus fort et il n'y a pas tout le monde sait bien comment il travaille. Ouais. Alors, il y a différence entre le mécanisme de travail, de donner
Le résultat escompté. Le résultat. Ouais. Alors, c'est ça. Ouais. Autre question, à propos des enfants. Il y a des pays qui essayent d'introduire les vaccins à ces enfants. Est-ce que c'est utile, c'est efficace ou c'est néfaste? Tout ce que je peux dire est, l'infection va des enfants aux les âgés. De grands enfants et les grands Grand-fils? aux les grands-papas, grands-mamans. Ouais, Et alors, les enfants peuvent avoir l'infection, mais pas de symptômes. Mais ils peuvent transférer l'infection aux les âgés. Donc le vaccin est utile ou néfaste aux enfants? Je parle des enfants actuellement. Je parle pas À mon avis, je n'ai pas de statistiques sur ça jusqu'à maintenant, mais si les enfants peuvent transférer l'infection aux les âgés, alors vaccination de les enfants aussi est utile. Oui. L'Organisation mondiale de la santé a lancé un avertissement au vieux continent et à la planète entière, les appelant à davantage de respect des gestes et barrières pour éviter une recrudescence des cas de Covid-19. Et en même temps, il y avait des informations concernant la fin de la pandémie du coronavirus avec ces vaccins intensifs et qui ont été introduits aux citoyens du monde entier. Donc, comment vous trouvez la prochaine période? C'est la fin de la pandémie ou plutôt ce sont plus d'avancement, plus de progrès, une progression, la propagation de la pandémie au niveau planétaire? C'est une question très difficile. Pourquoi? Mais j'espère que ce sera la fin. J'espère que nous réussissons à combattre ou lutter contre cette pandémie. J'espère ça. Mais à mon avis, on va garder les instructions et les interdictions et on doit toujours mettre le masque, on doit toujours laver les mains, on doit toujours respecter la distance entre chaque des personnes pour des années, Ouais. je pense. En tant qu'un neuropsychiatre, l'optimisme est un point fort dans la lutte contre la pandémie. Bien sûr, Comment? bien sûr, bien sûr. L'état psychologique est très, très important, bien sûr. Mais si la personne est toujours à feu ou peur, anxieux, dépressé, ça réduit son immunité, bien sûr. Oui. Vous avez d'autres conseils, parce qu'il nous reste presque une 30 secondes. Vous avez d'autres conseils à présenter aux citoyens, aux téléspectateurs? Open air. Open air. Toujours aller au champ, par exemple, au jardin, et les endroits qui sont en plein air, et pas dans les places surpeuplées. Ouais. Et aussi, toujours respecter le masque et la distance entre les personnes et toujours traiter les symptômes plus tôt. Oui. Docteur Nadia Nazir, notre neuropsychiatre. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements. Merci à vous. Merci. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre fidélité toujours. Bonne suite dans le programme sur NATV International.